Et voilà, plus qu'une émission, un véritable moyen de partage, de retrouvailles, d'échanges et bien sûr d'informations et d'émotions. Bienvenue dans votre émission immanquable de la mi-journée. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous le savez, nous avons profité du week-end pour recharger nos batteries. Et là, nous avons de très beaux mets à vous proposer parce que c'est midi, c'est maintenant. Remarquable et inqualifiable. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau et dans ce studio. Et je veux pouvoir compter sur vous pour que nous fassions ensemble une bonne émission parce que vous n'êtes pas juste que des spectateurs, mais vous participez de façon très active à cette émission. Et si vous êtes d'accord avec moi, je veux vous entendre. Et oui! En ce qui concerne les chroniques, vous retrouvez aujourd'hui votre JM. Bonjour Caroline. Bonjour JM, information culturelle. Tout à fait, aujourd'hui, très bonne nouvelle pour vous, c'est la nomination de Serge Beynaud, le chanteur de coupé décalé ivoirien aux États-Unis à la prestigieuse cérémonie des BET Awards 2016. C'est une grande distinction qui se prépare pour lui. Et puis deuxième. Ça va au Québec, mais, hein. Oui, avec. et la deuxième articulation, c'est au sujet d'une recommandation que j'ai à vous faire à la borne 51. Et bien là-bas, vous pouvez profiter de ce qu'on peut appeler une journée écolo et culturelle. Voilà le contenu du rendez-vous culture de ce jour. Merci beaucoup Jean-Michel. Et juste à côté de Jean-Michel, vous avez Nessie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me regardez avec des regards hagards. Non, ça va, on est ensemble. Voilà, vous êtes certainement content de retrouver votre Nessie Ngri. Alors Nessie, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de comment dire, l'alimentation entre l'alimentation bébé-maman. Voilà, donc donner des informations utiles pour les femmes enceintes en ce moment, mais qui ne savent pas trop si elles doivent allaiter ou pas. Voilà, elles auront des informations pour être situées. Merci infiniment. Et oui, votre Méliane est là, avec son sourire. Alors, Mélie, on t'écoute. Aujourd'hui, on va parler des journées de l'entreprise numérique. C'était ce week-end et je fais le compte rendu. Merci beaucoup. Un lundi qui démarre bien et je suis sûre qu'il se cache encore quelque part. Il va certainement faire son entrée. Docteur Philo. Pardon. Viens me décharger, pardon. Viens me décharger. Voilà. Non, faites votre émission, c'est bon. Je vends mon charbon. Désormais, je ne suis plus avec vous. Oh là là, oh là là. Voilà, c'est bon. Oh là là. Les pots. Laissez-moi. Non. Il n'y a pas de sale métier. Moi, je fais mon travail, c'est fini. On n'a pas dit que c'était un sale métier. Voilà. Non, mais bon, fais-moi tout. Non, fais-moi tout. J'ai dit, s'il n'y a pas sale métier, fais-moi tout. Non, mais... Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Jean-Michel, tu m'appelles. Ah, il est serré. Ouais, merci. Je suis là, je vais au charbon. C'est bon. Voilà. En fait, Jean-Michel était sûr d'une chose, que tu n'allais pas le faire parce que là, il y a quand même des limites. Hein. Mais si ça cause ça, tu allais dehors là. On va continuer l'émission. Et oui, Philo, on te remercie. Merci beaucoup, public. Vous pouvez vous rasseoir. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler de la restauration. Vous êtes à ces midi, on parle de restauration aujourd'hui. Et vous savez bien... Un bomboé! Un cœur joyeux est un bon médicament. Regarde ton voisin et puis tu lui décoches un petit sourire.
Effectivement, c'est ce midi et je sais que tout le monde s'est compté ici parce que c'est ce midi. Alors, pour m'en rassurer, pendant que je donne la petite histoire, nous comptons à l'unisson de 1 à 10. Vous faites juste les terminaisons. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Mais je ne vous entends pas. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Il avait fait des jumeaux. Cela suppose que ses fils étaient. Il aimait bien lire les histoires du cheval 2. Et celles des évangiles qui sont au nombre de. Il se faisait passer pour un. Sa femme s'appelait Na. Elle dormait toujours avec des chauds. Elle savait que 10 moins 2 égale. Le jour de leur mariage, ils ont porté de beaux costumes. Et ils avaient cru en Dieu. Leur mariage était le paradis. Acclamez-vous très fort. Bomboé. Les nouvelles sont très très bonnes. Les gens disent souvent que j'extravague, mais écoutez, ma maman m'a souvent dit, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Voilà donc comme ça là, il faut être reconnaissant. Les offrandes, c'est quelque chose vraiment de très merveilleux. Voilà mon ami qui a eu des difficultés. Il vivait un moment de dèche, d'impécuniosité absolue. Et il lève les yeux vers le ciel. Et voilà que Dieu les ose. 11 000 francs qu'on lui donne. Alors l'ami se dit, comme il a des arriérés, il faut qu'il paye son propriétaire de maison. 2 500 Sikobois, ça fait 3 mois. 7 500, les 2 500, il va donner d'avance. Alors il a pris ses 10 000, il a mis dans un pantalon, l'autre 1 000, il a mis dans un autre. Il n'y a pas de lumière chez lui. Il dit, bon, les autres 1 000 francs, je vais faire ma reconnaissance à Dieu. Alors il arrive à l'église et puis c'est lui qui est le directeur de la louange. J'ai dit, tout feu, tout flamme. Ça commence, c'est lui qui donne le chant. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé maman Jésus-Christ dans ma vie. Eh papa, je ne vais plus reculer. Il dit, allez donner, donner, donner. Tout le monde a donné. Il dit quand même 1000 francs, c'est rien pour Dieu. Ce que je peux donner à Dieu, c'est ma louange, c'est ma danse. Alors il dit aux musiciens, accélérez le beat. Moi j'ai trouvé oh Jésus-Christ dans ma vie. Je ne vais plus reculer, jamais reculer. Mais je vais avancer, toujours avancer, toujours avancer. Et quand il avance, il met la main dans la poche. Il arrive devant la corbeille, les yeux fermés. Toujours avancer. Il a jeté le billet et voilà une mouche aussi. Au même moment qu'il le pique à l'œil, dès qu'il l'ouvre, il voit comment le billet est en train d'espoir de dessin. Ce n'était pas le billet qu'il voulait. Il a vite rattrapé ça. Bravo. Joss Massong, merci beaucoup. Joss Massong, connu sous le nom de l'apôtre du rire. Apparemment, il n'a pas terminé son histoire. Je te laisse 10 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quel billet, ça? On dirait que c'est violet. Et puis, il y a beaucoup de zéros derrière. La louange est devenue adoration. Il a commencé à pleurer. Moi, j'ai trouvé. On dit, hey, l'Esprit de Dieu est descendu. Tout le monde se prosterne. On dit, le Seigneur nous visite. Après, c'est quand il a commencé à dire, je ne veux plus avancer. Je vais reculer. Toujours reculer. Pour mieux réfléchir. Merci beaucoup. Je donne à Dieu ou je donne au bailleur. Merci. Il a été révélé par l'émission Matin Bonheur en 2009 et on l'a plus connu sur, on va dire, Bonjour 2011, hein, où il a dit Satan, je te purge. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo. Il ne va jamais changer. Merci infiniment. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup et je vous souhaite très bon vent. Merci pour le soleil et la chaleur que, n'est-ce pas, vous dégagez dans le monde parce qu'on est suivi dans le monde. Et on vous souhaite de ne pas reculer. Hein. Oui, avancez surtout. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Alors là... Bravo, l'apôtre du rire. Et tout de suite, voilà, donc comme un trouble fête, il est venu troubler l'émission. Et ça nous a fait beaucoup de bien. On parlait de restauration, on parlait de gastronomie. La gastronomie ivoirienne, vous le savez, est très variée, la plus variée même de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des gens qui ont comme ça décidé de la révolutionner et je pense que c'est une très bonne chose. Nous projetons révolutionner la gastronomie ivoirienne, c'est le thème retenu pour ce jour. Et voici tout de suite l'analyse de notre humoriste, Dr Philou.
La gastronomie, merci. Comme tu l'as dit, Caro, la gastronomie ivoirienne est beaucoup vaste. C'est pourquoi, ouais, nous, les charbonniers, nous sommes à la base de la gastronomie. Quand tu vas faire ton marché, tu achètes tes piments, tes apis, tes tomates, tu freines chez nous d'abord avant de partir. Donc, nous sommes à la base de la gastronomie. J'aime pas trop l'expression gastronomie parce que les gens pensent que c'est gastro, bon, les astronomes, c'est manger d'en haut. Non, non, c'est manger la nourriture, la gastronomie. Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, si imaginez un seul instant que chaque ethnie a au moins 100 mets, ça fait maintenant 6000 mets. Donc vous voyez un peu, donc c'est un vaste patrimoine culturel. Quand on parle de culture, je l'ai dit une fois, c'est pas danse, chanson, c'est la nourriture. Ceux qui viennent dans les festivals et autres, quand il est midi, c'est pas que ça, voilà, c'est aussi la cuisine. Mais généralement dans les festivals, quand on parle de c'est masala, il y a mangé dedans. C'est pas il n'y a pas mangé dedans. Est-ce que mais quand il est midi, il n'y a pas mangé dedans. Il y a pas mangé. Il y a bien on vend. Il y a des restaurants. Oui, mais les restaurants, c'est pour aller manger à midi. C'est pas non, pas ça seulement même. ça, pas seulement ça. Ça fait partie de la culture. Mais on ne le voit pas, on ne voit pas trop la cuisine. C'est un peu négligé. Pourtant, on dit la cuisine même est née avant la religion. Il s'en sort toujours. Hein. Oui, la cuisine est née avant la religion. Comme on le dit, c'est pas ça que vite ne peut pas s'arrêter. Donc, quand le gars il va faire, il va le festivalier là, il est heureux, il rit, il est content, il voit le spectacle. Il y a quelque chose dans le ventre, s'il n'y a rien dans le ventre, il va manger. Il va manger quelque chose. Et la culture, pardon, la cuisine ivoirienne est tellement, ça dit, c'est tellement, de la manière c'est varié là. C'est comme ça a des vertus thérapeutiques. Nyanya soigne palu, tout le monde sait ça. Nyanya soigne palu. Feuille de manioc, le choro, ça soigne. Kabato couché. Tu prends un kabato couché, tu manges ça à 6h, 5 avec ça soigne quelle maladie? Ulcère d'estomac. Tout le monde sait ça soigne ulcère d'estomac. Merci beaucoup. Beaucoup de barrières, on a tellement de choses ici. Donc, ceux qui vont révolutionner cela, parce que quand tu entends révolutionner, il ne faudrait pas qu'ils, ils vont venir tout à l'heure, qu'ils ajoutent quelque chose, mais enlever quelque chose dessus. Si c'est nyanya, c'est nyanya. Tolobe, toye. Prala, le prala. Commandez, le commandez. Merci. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien, nous avons donc tendu nos micros, sinon notre micro dans la rue pour savoir s'il était possible de transformer nos plats locaux en cuisine raffinée. Voici quelques éléments de réponse. Non, il n'est pas possible dans la mesure où c'est deux cultures complètement différentes. Voilà. D'un côté, il y a la culture africaine et d'un autre côté, il y a la culture occidentale. Donc, il n'est pas possible de mélanger ces deux cultures-là. Notre cuisine est déjà bien faite. Donc on n'a plus besoin de trop transformer. Sauf, bon, le seul problème qui se pose, c'est le problème de conservation de nos produits locaux, tels que la conservation des bananes et puis d'autres produits. Donc nous souhaitons que les chercheurs fassent encore un peu plus d'efforts pour nous aider à transformer ça. C'est pas possible. Parce que déjà, les plats locaux sont déjà très intéressants. Et changer ça en cuisine raffinée, bon, je ne vois pas l'utilité. Il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Parce que nos plats, là, quand c'est trop lourd, ce n'est pas souvent bien. On peut bien le faire, mais vous savez que nous sommes en deux clans. Il y a des villageois et puis il y a des gens de la ville. Et aussi il y a la pauvreté. Sinon, en principe, je crois que c'est aussi bien. En tout cas, merci pour vos différentes interventions. Et oui, nous avons parlé de nous parce que tout simplement, on a deux personnes, on aura deux personnes sur ce plateau et c'est un couple qui a décidé de révolutionner la gastronomie ivoirienne. On va les recevoir, monsieur et madame Ané, c'est Franck et Christelle, voilà qui nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Avec une démarche très dynamique, il s'installe. Merci beaucoup, public. Et voilà, nos invités sont là. Christelle, Franck, bonjour et bienvenue. Merci. C'est midi, vous connaissez, vous suivez bien l'émission, vous aimez? Oui, oui. Bon, rarement je pose cette question à mes invités, mais c'est à dessein quand même. C'est à dessein que je vous la pose parce que je vous sais très, très occupé. Et je sais que vous avez vécu plusieurs années à l'extérieur. Et justement, parlant de l'extérieur, votre histoire démarre en 2005. Oui. Vous vous rencontrez à Atlanta, aux États-Unis. Oui. Nous vous écoutons. Comment le public est pressé de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Christelle était manager d'un restaurant et moi je cherchais du travail. Et donc
je suis venu, j'ai eu le travail et j'ai eu ma femme en même temps. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire que vous quittez la Côte d'Ivoire, Oui, vous allez aux États-Unis, bien sûr. donc pour des études, hein, Bien sûr. vous cherchez du travail, du boulot, et là, vous arrivez dans un restaurant, on vous embauche, et puis vous faites la connaissance. Non, c'est elle qui m'embauche. Ah d'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'embaucher? Ah, il avait envie de travailler et puis il était beau. Waouh. Voilà, et tout commence comme ça. Voilà, tout commence comme ça. Voilà, donc il avait envie de travailler, il est beau. Et même s'il ne travaille pas bien, bon, de toute façon, il est beau. Hein. Bah non, ça ne sera pas ça parce qu'il va démontrer son savoir-faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Par son abnégation. Et voilà. Donc, je vous laisse terminer parce que c'est une magnifique histoire. Donc, vous commencez à travailler. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On commence à travailler, on bosse. Il y avait un propriétaire. Le propriétaire du restaurant n'était pas restaurateur, il était assureur. Il travaillait dans les assurances. Et Franck, lui, vous l'avez embauché dans quel domaine? Au bar. Au bar? Oui, en tant que barman. Moi, j'étais manager, donc lui, il a commencé en tant que barman et éventuellement, moi, je suis rentrée en cuisine. Je m'occupais de la cuisine et lui, il s'occupait de toute la salle, c'est-à-dire le bar et la salle. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé pendant des années et non, pendant moins d'un an. Oui, moins d'un an. Moins d'un an et le propriétaire, un jour, qui nous fait appeler dans son bureau et on arrive, il dit, je pense que vous êtes prêts. Prêt pourquoi je pense qu'il est temps que je vous lègue l'affaire. Vous travaillez si bien, c'est beau à voir, vous travaillez si dur et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, vous étiez dans ce restaurant depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé là-bas en 99. 99, ouais. Et lui, il arrive, il est beau, vous êtes ensemble, vous sortez ensemble. Et je veux dire que ça n'a pas d'influence négative sur votre travail. Bien au contraire, vous vous bonifiez, vous vous entendez très bien. Et voilà, que le boss vous appelle. Mais justement, ça ressemble un peu à un conte de fées parce que c'est quand même impressionnant. Vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes même pas américain, vous n'avez même pas encore la nationalité, tout ça. Mais qu'est-ce qui pousse le boss à vous léguer le restaurant? Qu'est-ce que vous avez? Je suppose que vous n'étiez pas les seuls employés du restaurant. Je pense que c'est la passion peut-être qu'on dégageait. Parce que, je veux dire, déjà on n'était pas américains, on était au rez-de-chaussée d'un gratte-ciel. Il n'y avait pas beaucoup de propriétaires de business noirs, même américains. Et nous, on arrivait quand même avec notre culture différente à remplir le restaurant de départ, à voir plein de gens qui viennent, à partager de la passion, à bien préparer, à bien recevoir. C'était quand même, je sais pas, je pense que c'est la passion qu'on a dégagée peut-être pendant qu'on travaillait qui a amené le monsieur à peut-être vouloir écrire une belle histoire. Est-ce que ça se limitait à la passion? Ou autrement dit, comment se traduisait cette passion au quotidien? Ah, mais dans le travail. Dans le travail. Dans le travail, mais d'autres employés vous diront, ah, moi aussi je travaille, j'ai mes 8 heures ou j'ai mes 12 heures de travail, ben, je me défonce à fond. Mais certainement que vous aviez quelque chose de particulier. C'est ce que nous voulons savoir, on veut le percevoir. Tout de suite, vous avez dit, j'ai mes 8 heures ou j'ai mes 12 heures de travail. Avec nous, c'est pas ça. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de limite. On travaille, voilà, on travaille. Tant qu'il y a du boulot, on le fait. Vous arriviez à vous dépasser, à aller au-delà de ce qu'on vous demandait? Oui, bien sûr. Toujours. Et ça a toujours été notre... On travaille, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ce qui doit être fait, doit être fait. Et pour ce que je sais, pour avoir échangé avec vous, c'est que vous, particulièrement, je veux dire que vous ne reculiez devant rien et vous ne refusiez rien. C'est-à-dire, quand je dis refusiez rien, c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui assigné à des tâches à la cuisine, que demain, il y a un besoin quelque part dans un autre service ou dans un autre département, n'hésitez pas. Dès qu'on vous confie une tâche, vous la faites pleinement. Et on n'a pas besoin de me la confier. On travaille pour une entreprise, on travaille tous les deux pour une entreprise. Je donne un exemple très bête, le plongeur ne vient pas. On a besoin de laver ses assiettes, de laver ses verres et tout. Que ce soit lui ou moi, on passe à la planche, mais vite fait, quoi, sans. On n'a pas besoin de demander, on travaillait, on le fait. On fait ce qu'il y avait à faire, en fait. C'est quand même encourageant.
C'est quand même encourageant. Vous aviez certainement un objectif ou peut-être des objectifs à atteindre. Mais de là à vouloir posséder le restaurant, je suis sûre que ça ne faisait pas partie forcément de vos projets. Et lorsqu'il vous appelle dans son bureau, qu'il vous informe qu'il a décidé de vous léguer le bureau, d'abord, comment ça se passe? Ben nous, déjà, on ne rêvait même pas d'être propriétaire de ce restaurant. C'était même pas imaginable. Et donc, quand il nous appelle et qu'il nous dit que tu vas vous léguer l'affaire, nous, on se dit, mais nous, on n'a rien. On n'avait même pas, je pense, 200 000 même sur notre compte. Quoi. On n'a pas d'argent. Donc, on va payer comment? Et donc là, il nous explique qu'en fait, il va s'arranger avec sa banque et puis qu'il va nous préfinancer. Et donc, on est passé du jour au lendemain, comme ça, être propriétaire d'un restaurant qui valait quand même 250 000 $, 125 millions à l'époque. On n'avait même pas 500 000. Mais lui, bon, ça fait quand même bizarre. Ça fait quand même bizarre. Attends, c'est du social. Et quel était... Non, en fait, on se pose quand même des questions parce que... Je veux dire que c'est pas des choses qui courent les rues. C'est pas quelque chose de courant. Ouais. Voilà. Donc, il a été certainement impressionné par votre façon de travailler. Et là, c'est-à-dire qu'il décide avec son propre argent d'acheter, de financer le restaurant pour qu'il vous revienne. C'est ça. Et il n'y a pas d'anguille sous roche, c'est exactement ça. On bosse dur. Et surtout, c'est pas pour être prétentieuse, mais on est très intelligent. Très, oui. Donc, et je suppose que c'était un monsieur très fortuné. Oui, et surtout qui a le sens des affaires. Il lit. Bon, c'est pas quelqu'un de notre génération, c'est quelqu'un de la génération de nos parents. Donc, il avait lui-même une enfant unique qui travaille avec lui. Donc, il lit, quoi. Il arrive à lire entre les lignes très, très facilement. Il voit les bosseurs, il voit les intelligents. Comme il a dit, je sais que je vous remets ça. J'ai des neveux, j'ai des nièces, mais ce que vous allez en faire, je sais que ça va être quelque chose, voilà. Est-ce que finalement, il a eu raison ou tort de vous léguer le restaurant, puisque après, en bon ivoirien, vous dites, franchement, il est temps pour nous de rentrer chez nous. Vous abandonnez le restaurant. Mais il était tellement content quand on a décidé de rentrer. Il a dit que c'était la suite logique. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous le revendez? On a essayé de le revendre, ça prenait trop de temps. Franck était pressé, on devait rentrer, on a laissé le fonds de commerce, on a fait notre déménagement, on est rentré. Et quelles étaient les raisons fondamentales qui vous poussaient à revenir au pays? Il y en avait deux. Il y avait la récession aux États-Unis, c'était très dur, ça a commencé à vraiment peser. On avait les banquiers, ce que les banquiers, si vous trouvez conseillers disaient à leurs clients, la première des choses, si tu veux économiser, commence à manger à la maison, commence à prendre ton sandwich pour arriver pour le travail et tout ça. Donc, ce qui fait que notre industrie a vraiment senti le coup de la récession. Donc, ça avait vraiment une influence très négative sur le restaurant. Donc, difficile à gérer finalement. Et Franck, qui était pressé de rentrer, réussit à vous convaincre. Et vous rentrez en Côte d'Ivoire. Et là, une fois à Abidjan, une fois chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Mais déjà, quand on rentre, on a encore beaucoup de chance. Je sais. On ne peut pas expliquer. Mais quand on rentre, on n'a plus d'argent parce qu'il y a eu la guerre, on a dû repartir. On revient. Vous revenez en 2010. En 2010, voilà. Et donc, à un moment, on n'a plus d'argent, mais on arrive. Et puis, il nous faut trouver un local. Mais on avait déjà toutes nos affaires. On avait même papier hygiénique qu'on avait emmené parce qu'on était vraiment prêts, quoi. C'est vrai, quand vous dites que vous n'aviez plus d'argent parce que vous venez en Côte d'Ivoire, après vous allez au Togo pendant la guerre et vous revenez à nouveau en Côte d'Ivoire. Donc là... et puis bon, le temps que les choses se placent avec la guerre, c'était vraiment au moment chaud. Et donc, on a des enfants, il y a des dépenses et tout, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais quand même, on a le matériel, on a emmené les chaises, les tables, tout, on avait tout emmené. Et là, on n'avait même plus d'argent pour le local, donc on se balade et on rencontre une dame ici qui est propriétaire d'un petit restaurant, enfin du local, et qui, on va la voir, on dit écoutez madame, nous on a besoin d'un local, on vient de rentrer, on raconte notre histoire et tout, mais on a besoin de ce local que vous avez, mais on n'a pas d'argent. Et elle venait de sortir d'une relation avec un locataire qui ne payait pas le loyer depuis 1 an. Et donc on lui dit on a besoin, nous on n'a pas d'argent, mais ce qu'on vous garantit, c'est qu'on va vous payer chaque fin de mois.
Et puis, bizarrement, elle accepte. Et il faut dire qu'on va certainement passer certains détails. Il faut dire que vous commencez, pour ne pas dire que vous reprenez à zéro, à la case départ. Mais vous arrivez quand même à émerger, à mettre sur pied plusieurs restaurants. D'abord, vous commencez par un restaurant américain. Ensuite, vous ouvrez encore d'autres restaurants sous fonds propres. Voilà, vous n'avez bénéficié d'aucune aide. Franchement, c'est impressionnant. Vous n'avez bénéficié d'aucune aide, c'est impressionnant. Mais justement, jusqu'à dire que vous voulez révolutionner la gastronomie ivoirienne, je suppose que vous avez quand même pris le temps de l'étudier. Et si oui, vous êtes à quel niveau du projet? Mais quand on est rentré déjà et qu'on a fait américain, on s'est rendu compte déjà qu'on faisait une petite différence. Mais après, on s'est rendu compte que même à l'étranger, il n'y a pas vraiment... La cuisine africaine n'est pas exploitée. Les gens, il y a beaucoup de restaurants français. C'est facile de faire un restaurant français. On va, on copie, on revient. Mais la cuisine africaine, il faut réfléchir parce qu'il n'y a rien à copier. Il faut la recréer, il faut la représenter. On s'est dit, OK, nous, on a la compétence pour le faire. On a travaillé à des standards assez élevés. Et puis, on va se mettre sur le projet. Donc, il y a 3 ans, on a ouvert ça à Caen. Et depuis, ça a pris. Les gens sont contents d'emmener des Chinois, des Japonais, des Mexicains à venir manger chez nous, leur présenter la cuisine de notre pays, mais à des standards occidentaux. Et qu'est-ce que vous aviez ajouté? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Ben déjà, au niveau des ingrédients, on ne reste pas l'utilisation basique des ingrédients que nos mamans ont. On va beaucoup plus loin. Ah, Christelle. En fait, moi, personnellement, je suis le chef de cuisine. Ce que j'aime le plus, c'est la cuisine africaine. Je veux dire, États-Unis, burger, tout ça, oui, c'est bon, la cuisine française, mais bon, chacun a ses préférences. Et donc, je me suis toujours dit, je veux que tout le monde, tout ce que je connais, tous mes amis occidentaux et tout, ils puissent manger notre nourriture comme nous, on mange la leur. Voilà, et pour ça, il y a certaines choses qu'on est obligé de revoir. L'odorat de certains trucs, la présentation de certaines choses, on est obligé de revoir ça et pour ramener le truc au niveau international. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire constamment. Là, on a commencé, ça fait 3 ans, mais on est toujours en train de travailler là-dessus. Il y a de belles choses qui arrivent. Et quand vous dites l'odeur de certaines choses, c'est quoi particulièrement? Parce que c'est ce qui fait le côté naturel de la chose. Moi, mon appui comme ça, tu vas pas les mettre parfum dessus pour changer l'odeur. Je donne un exemple. La Jovan. On peut utiliser la Jovan, mais avec modération, pour que ceux qui ne sont pas habitués à manger ça puissent le manger. Mais si on met comme ce que nous on connaît... Non, mais c'est quand le plat... c'est ce qui fait aussi la particularité de nos mets. Lorsque nos mamans utilisent par exemple la Jovan dans la sauce, qu'à 15 km déjà tu arrives à humer ce bon parfum. Parce que la Jovan, c'est vrai que quand on le vend, on dit qu'il est pourri et tout, mais dans la sauce, il donne quelque chose d'autre. Il donne une autre saveur, un autre parfum, un autre goût. Ah, tu vois, quand il monte d'avion pour arriver de l'autre côté, il n'a plus le même goût que pour ici. Alors, Méliane, on a des réactions Facebook. On a Axel Marcel qui dit « Bonjour les révolutionnaires. Mais pourquoi vous voulez apporter un changement à notre gastronomie? En tout cas, moi, je préfère ça comme ça. Hein? Votre révolution, j'espère que ça va même moutarde dans plat Cali. » Non. Sait-on jamais... Pardon, ils vont répondre quand même à la question. C'est vrai qu'elle paraît quand même très drôle. Moutarde au plat Cali. C'est possible? Non, mais en fait, je comprends très bien ce qu'elle dit, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Je veux dire, la cuisine, c'est un domaine de compétence. Il y a des choses qui ne se mélangent pas, même dans la cuisine occidentale. C'est la même chose chez nous. Il y a des choses qui ne se mélangent juste pas. Il y a des règles dans cette cuisine-là. Il y a des règles qu'on va suivre. Mais je veux dire, si je veux donner à manger aux enfants, même si on mange du piment chez moi, je ne vais pas mettre du piment comme moi je mange. Mais ça ne veut pas dire que ce que l'enfant va manger, ça ne sera pas bon, ça sera bon. Mais ça sera moins épicé. C'est la même chose, c'est juste essayer de modérer nos épices et certaines choses, le gras dans certaines choses. Le sombara, les grains de néré, ils peuvent être modérés aussi. Ah, ça, les gens adorent. Ça, les gens adorent. Nous, on sert du tchèp et oui, même les Occidentaux, ils adorent, ils mangent. En fait, on ne vient pas forcément révolutionner, on vient la présenter. Il faut la présenter à d'autres cultures. Il faut la rendre plus attractive. Tout en respectant les normes nationales. Oui. Voilà, nous on est toujours généreux dans nos portions. On ne va pas faire des petits trucs comme ça. C'est pas la culture africaine. Voilà. Par exemple, le plat qu'on a, qui est le plat phare, c'est la queue de bœuf braisée. Mais nous, tout le monde fait la petite queue de bœuf dans les sauces. On vous fait
un gros morceau. C'est un gros morceau mais comme qui ça. est confit, qui est excellent. Et tout le monde vient pour manger ça. Quand vous venez, on vous donne 3 piments parce que c'est notre culture d'avoir du piment. Donc on va mettre 3 petits piments et les piments changent. On vous présente, voilà, on la met en valeur. Pour que les autres aient envie de manger. Beaucoup de choses intéressantes en tout cas à dire. Méliane, alors très rapidement, nous allons voir ce label. Vous l'avez eu à quelle occasion? C'était une cérémonie organisée par le label des consommateurs, le ministère du Commerce. Et donc, on a été récompensé pour la qualité du service d'un de nos restaurants, Sarakan. Voilà. Donc, vous mettez un point d'honneur à la présentation, à la propriété, à l'hygiène, tout ça. Oui. En fait, le but aujourd'hui, et malheureusement, c'est facile à dire comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut pouvoir entrer dans un restaurant africain, être bien reçu, manger quelque chose dans ta propre culture qui te fait voyager, avoir un super service. Et il faut le tout. Il faut que l'expérience totale soit bonne. Et pour ça, ça intervient à tout, dans l'hygiène, dans la propreté, dans la valorisation des ingrédients, dans tout. Dans le service, dans le casting, dans tout. On vous remercie, monsieur et madame Ané. En tout cas, c'est très enrichissant. Voilà, votre expérience des États-Unis vous sert aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il y a tellement de leçons qui se dégagent dans votre témoignage. C'est-à-dire que par le travail, vous avez démontré que par le travail, on est bien capable de faire énormément de choses. Et les gens nous font confiance parce que nous travaillons bien. C'est ce qui a été fait aux États-Unis. Vous êtes arrivé, vous avez tout perdu. Vous avez recommencé à zéro et vous avez réussi aujourd'hui à faire ce que vous faites. En tout cas, félicitations. C'est au bout de l'effort qu'on arrive à faire des exploits. Merci infiniment, monsieur et madame Ané, qui ont pour ambition, je le rappelle, de révolutionner la gastronomie ivoirienne. C'est l'heure de la pub, c'est midi revient. À tout de suite, très cher.